va se baser pour pouvoir faire cette formation, on va dire, sur un texte de Jean Eudes qui sûrement n'était pas prévu pour être publié. C'est parce que quand on écrit un journal personnel, on n'a pas forcément l'idée de le publier, hein. Bon, là. Euh, et donc lui, il a écrit un livre, ça s'appelle Mémorial des bienfaits de Dieu. Je ne sais pas si vous avez entendu déjà parler de ce livre, hein. Mémorial des bienfaits de Dieu, qu'on trouve dans le volume 12. Et comme il dit, la mémoire des principales faveurs que j'ai reçues de Dieu, après par son Fils, par la Sainte Vierge, dont je dois le louer et le remercier incessamment. Voilà, on sait que les derniers mots qu'il a écrits, c'est 3 semaines avant sa mort. Après, il a sans doute plus été capable d'écrire, mais jusqu'en mois de juillet, on a encore la date, mois de juillet 1680, et puis il est décédé 3 semaines plus tard. C'est impressionnant d'avoir comme ça les derniers mots de quelqu'un, parce qu'on écrit en tout cas. Après, on n'a pas de trace d'une lettre ou d'une autre lettre qui soit postérieure à ces derniers mots. Et ces derniers mots, d'ailleurs, c'est pour rendre grâce parce qu'il a terminé son dernier livre sur le cœur de Marie. Ouais, ça fait 1200 pages le bouquin quand même, hein. Et donc, et donc il a pu terminer juste avant de mourir. Ça, c'est impressionnant aussi parce il n'était pas très bien depuis un peu plus d'un an, en gros. Donc on va s'appuyer pour découvrir en même temps ce texte, qui est un texte très intéressant pour connaître la personne de Jean Eudes. Et puis on va s'appuyer sur d'autres auteurs qui ont écrit sur Jean Eudes. Le père Joseph Caillot, un Français, théologien, il a écrit un livre, ça s'appelle Un itinéraire vers le cœur du Christ, lors d'un colloque. Et donc c'est lui qui a eu l'idée un peu de faire tout un itinéraire en 10 étapes. Donc on a repris cette manière de faire. Le père Joseph Caillot, c'est quelqu'un qui a compté beaucoup, hein, dans la province de France, parce que c'était un grand professeur à l'Institut catholique de Paris et qui a eu la maladie de Charcot. Euh, et qui est décédé. Alors, il est décédé à La Roche-du-Teil où moi j'étais directeur. À 58 ans, en fait, vous savez que cette maladie où on perd petit à petit l'autonomie de tout, jusqu'à la mobilité, jusqu'à la parole, jusqu'à la déglutition, voilà. Et il a écrit un très beau texte qui s'appelle Le courage de l'abandon. C'est-à-dire que comment il a dit à un moment, ben, il faut que je lâche tout, il faut que je... Donc il y avait beaucoup de choses qu'il fallait abandonner, et ça c'était douloureux, mais en même temps il vivait l'abandon comme une remise de soi, confiante entre les mains de Dieu. Donc quelqu'un qui nous a beaucoup marqué. Donc il a une très belle manière d'écrire, donc vous verrez, on va reprendre certains de ses écrits. Et puis l'autre qui nous inspire beaucoup, c'est le père Paul Milsan, qui a été aussi un des grands biographes. D'ailleurs, c'est pour ça que Jean-Pierre a créé une application qui s'appelle 1100. Voilà. Parce que c'est enfin, c'est le biographe contemporain de Saint Jean-Eudes. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'apporter un peu de nourriture sur la vie de Jean-Eudes et puis de voir comment cette vie de Jean-Eudes, elle peut nous aider à relire la nôtre. Voilà. Comme une espèce un effet de miroir en regardant comment il a relu sa vie et comment ça nous aide à la lire, à la comprendre parce que, bon, peut-être que vous avez tous une vision tout à fait claire de votre vie, de ce que vous êtes, mais en même temps, ça vaut le coup, je crois, de s'arrêter pour regarder comment Dieu est présent, voilà, dans notre quotidien. Voilà, c'est pour vous dire à quelle sauce vous allez être mangé. À vrai dire, il y a une partie de présentation de la vie de Jean-Eudes, et puis l'autre partie, c'est l'écho que ça peut avoir dans la vie de chacun. Voilà, donc ça supposera une certaine liberté dans le partage. Voilà. Sachant que tout ce qui se dit dans le Zoom, justement, n'est pas enregistré parce que ça reste entre nous. D'ailleurs, il y a aucune, c'est un peu un contrat moral au départ de se dire tout ce qui se dit dans ces rencontres reste dans la rencontre entre nous. Voilà, ça c'est très important. Sinon on dit rien, hein. Si on croit que tout ce qu'on raconte, ça va être raconté après, non, 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 pas du tout. Voilà. Euh, c'est bon? On va y aller alors. Très bien. Alors attendez, il faut que je vois comment ça marche.
Donc la première étape, c'est de regarder ce que Jean-Eudes dit de sa naissance, de sa famille, de son origine. Alors, il n'a pas écrit son mémoire tout de suite, hein, il n'a pas écrit. Il a dû commencer, on pense, vers les années où il a déjà une cinquantaine d'années. Voilà. Donc, je vais vous proposer les premiers numéros. Voilà, vous les voyez. Voilà. Alors, c'est écrit où il raconte un événement, et puis après, à chaque fois, il met une petite phrase. Alors, soit de tirer de la liturgie, soit tirer de la Bible. Là, je vous ai fait grâce parce que je les ai traduits, enfin, j'ai fait faire traduction en français pour éviter, parce que sinon, lui, il avait écrit en latin. Bon, mais je crois que c'est plus facile de le lire en français. Bon, donc on peut le lire. Voilà. Donc il commence comme ça. Le premier mot en fait qu'il utilise pour parler de sa vie, c'est le mot Dieu, que c'est quand même quelque chose, hein. Dieu m'a fait la grâce. Alors, il n'oublie rien d'avoir été conçu, d'être né, d'avoir été baptisé, d'avoir fait ma première communion, et puis après d'avoir fait une mission, donc ça c'est beaucoup plus tard, avec grande bénédiction, dans une paroisse dédiée à la Sainte Vierge Marie, qui en est la patronne, c'est-à-dire dans la paroisse de Ry. Voilà, Jean-Eudes dit que qu'il est modeste, c'est-à-dire que même le nom de son village est modeste, parce que Ry c'est pas plus petit, hein, quand même, de lettres. Voilà, Ry au diocèse de C. Et donc, il rend grâce à la divinité, une et trine, l'honneur, la puissance et le règne, à l'enfant, à la Vierge Mère, soit la louange pour les siècles. Donc voilà, c'est déjà une première mémoire, ça nous situe dans un terroir, ça nous situe dans une histoire. Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus une paroisse, mais ça reste un village. À l'époque, chaque village était une paroisse. Il y a Je ne sais pas s'il y a 200 habitants dans le village. Voilà, ça reste modeste. Ensuite, Dieu m'a fait la grâce de me faire naître d'un père et d'une mère d'une condition médiocre. Alors, médiocre, je vais expliquer après. Et qui vivaient en sa crainte et dont j'ai tout sujet de croire qu'ils sont morts en sa grâce et en son amour. Donc, vous voyez, ça nous situe déjà dans l'histoire parce que ses parents ne sont plus là quand il a écrit. Alors, condition médiocre, ça veut dire que c'est une condition moyenne. Ouais, médiocre ici, ça veut pas dire que c'est pas bon, mais ça veut dire que ça n'existait pas les classes moyennes à l'époque, mais ils possédaient de la terre. Voilà, c'était des propriétaires terriens, et le fait qu'ils soient des propriétaires terriens leur donnait déjà une certaine aisance. Voilà. À tel point qu'il y avait des terres, il y a une terre qui s'appelle Mézeray, une autre terre qui s'appelle Ouai. Et les deux frères de Saint-Jean-Eudes vont être anoblis par la suite. Ils vont devenir nobles et ils vont prendre le nom de la terre. Donc ils vont s'appeler Eudes de Mézeray ou Eudes d'Ouai. Donc ce qui veut dire que, contrairement à certaines idées reçues, Jean-Eudes était quand même d'un milieu à la fois terrien, mais déjà qui était proche de la noblesse. D'ailleurs, dans le monde de l'époque, il n'aurait jamais pu approcher de ce monde de la noblesse comme il l'a fait par la suite si lui-même n'était pas un peu marqué par ce monde-là. Récemment, l'année dernière, j'ai fait sur les pas de Saint-Jean-Eudes-Henri et il y a une associée qui vit là-bas et qui nous a montré où était la maison de Saint-Jean-Eudes, qui n'existe plus, c'est une ruine. Par contre, elle nous a montré la maison du père de Jean-Eudes, qui est une très belle demeure du XVe siècle, qui sert de débarras. Mais on voit que c'est une belle demeure. Donc ça veut dire que voilà, ça nous dit un peu l'origine de Jean Eudes. Ensuite, il nous raconte quelque chose d'assez étonnant dans son histoire, comme chacun peut en avoir. Mon père et ma mère ayant été 3 ans depuis le commencement de leur mariage sans pouvoir avoir d'enfants. Voilà, quelque chose qui arrive bien souvent, hein. Alors lui, il dit par un maléfice qu'on leur avait jeté. Alors je ne sais pas si c'est lui qui le dit ou si c'est les parents qui lui ont dit, et qui émettait empêchement.
Peut-être qu'à l'époque, c'est une manière de dire, hein. Ils firent vœu en l'honneur de la Bienheureuse Vierge d'aller à Notre-Dame de la Recouvrance, qui est un lieu de dévotion à la même Vierge, dans une chapelle qui est dans la paroisse des Tourailles, au diocèse de C. Ensuite de quoi, ma mère, étant devenue enceinte, fit un pèlerinage avec mon père en la dite chapelle, là où ils m'offrirent et me donnèrent à notre Seigneur et à Notre-Dame. Donc la réponse de Jean-Eudes, c'est « Je suis à toi, Seigneur, je suis à toi, ô Marie. » Voilà, reçois-moi et possède-moi. Voilà, cette église des Tourailles, elle a une quinzaine de kilomètres quand même de rive, il fallait le faire à pied, hein, de chemins creux. Alors, si un jour vous y allez avec un bus, le bus, il aura très très peur d'y aller parce que on passe dans des rues qui sont comme ça, pas dans des petits villages, dans des petites routes. Mais pour dire que ça dit quelque chose sur Jean-Eudes, non? Euh, il est en train de reconnaître qu'il y a quelque chose de son origine qui vient bien sûr de ses parents, et en même temps qui vient de Dieu aussi. Voilà, de reconnaître qu'il y a comme le désir de Dieu dans son existence. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire dans le numéro 4 qui va vous surprendre aussi. Il faut se placer au XVIIe siècle, hein. Donc, il y a 4 siècles quand même, hein. Alors il dit, si l'opinion des médecins est véritable, qui tiennent que l'âme est infuse dans le corps des enfants mâles le 40e jour après leur conception. Alors pour les petites filles, c'était pas pareil. Et pour les petits garçons, c'était comme ça. Voilà. C'est pour ça qu'il y avait la purification de la Vierge le 40e jour, hein. Voilà. Donc ça, c'est très vieux comme croyance. Bon. Donc le 40e jour, c'est à ce moment-là que l'âme humaine venait dans le corps de l'enfant, c'est ce que l'on croyait. Mon âme a été créée de Dieu et unie à mon corps le 25e de mars. Parce que si vous faites le calcul, il a fait un calcul incroyable quand même, hein. Le 25e de mars, jour auquel le Fils de Dieu s'est incarné, donc c'est le jour de l'Annonciation, la Bienheureuse Vierge a été faite Mère de Dieu. Car je suis né le 14 novembre. Et par conséquent, 14 novembre moins 9 mois, ça fait 14 février. Et 14 février plus 40 jours, ça fait 25 mars. Voilà, fallait le chercher quand même, hein. Et c'est ce qu'il a fait. Ouais, c'est un peu étonnant, hein. Voilà, donc je suis né le 14 novembre, par conséquent, il a été conçu 9 mois auparavant, le 14e de février, a été le jour de ma conception. Or, depuis ce jour jusqu'au 25e de mars, il y a justement 40 jours. Voilà. Et puis après, il y a cette prière qui ensuite va être reprise dans beaucoup de ces thèses. Que soit béni le cœur très aimant, le nom très doux de notre Seigneur Jésus-Christ, de la très glorieuse Vierge Marie, sa mère, pour les siècles des siècles. Mais vous voyez, pourquoi il fait ça? C'est-à-dire que parce qu'il essaye de comprendre combien il y a quelque chose qui le relie à Dieu, quelque chose qui le relie même plus précisément ici à la Vierge Marie. On va le voir dans le numéro qui suit. Alors il dit, je suis né le 14e de novembre de l'année 1601, un mercredi. Et j'ai été baptisé le vendredi suivant, au soir. Très bien. Et alors après, pourquoi il écrit qui était le commencement du samedi? Bah, on s'en doute que le vendredi soir, c'est le commencement du samedi, hein, quand on dit les vêpres, c'est la veille. Bon. Pourquoi est-ce qu'il dit le samedi? Parce que le samedi est traditionnellement un jour consacré à la Vierge Marie. Voilà. Donc, alors je ne sais pas s'il était né un lundi, ce que ça aurait fait, mais bon. En tout cas, il est né un mercredi, baptisé un vendredi, et il dit, ben voilà, ça me relie, une fois de plus, à la Vierge Marie. Et le nom de Jean m'a été donné par un parrain qui s'appelait de même, et une marraine qui s'appelait, je vous le dis en mille, Marie. Voilà. Donc voilà. Et puis il rend gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement. Vous voyez, ça dit quelque chose ici, cette expression. Donc voilà comment Jean-Eudes relie l'événement de sa conception, de là où il vient, et avec cette recherche de relier, au fond, son existence à, à l'amour de Dieu, au projet de Dieu, voilà, et précisément à l'accompagnement de la Vierge Marie. Et donc après, j'ai rajouté deux petits passages. Étant dans une paroisse où il y avait très peu d'instructions
pour le salut, où très peu de personnes communiaient plus souvent qu'à Pâques. J'ai commencé à l'âge de 12 ans environ à connaître Dieu. Donc, vous voyez, il faut du temps quand même, hein, par une grâce spéciale de sa divine bonté et à communier tous les mois, après avoir fait une confession générale. Ce fut en la fête de la Pentecôte qu'il me fit la grâce de faire ma première communion. Ensuite de quoi, il me fit, aussi la grâce peu de temps après de lui consacrer mon corps par le vœu de chasteté dont il soit béni à jamais. Et puis, ensuite, il fait une mémoire aussi de ceux qui l'ont accompagné. C'est très beau, ça, de voir que Jean-Eudes, déjà avec un âge avancé, il se souvient de son instituteur, vous voyez. Après avoir étudié quelque temps au champ, c'est-à-dire il vivait dans la ferme, hein, en fait, c'est la ferme familiale, il vivait avec, peut-être que, je sais pas, ses parents lui donnaient quelques rudiments. Ah non, avec un prêtre, un maître qui était prêtre, qui s'appelait Monsieur Jacques Blanette, dont l'exemple et les instructions spirituelles qu'il donnait à ses écoliers me servirent beaucoup. Donc il a fait un petit peu d'école, mais une école, comme il dit, au champ. Donc je ne sais pas exactement à quoi ça correspondait, mais ça devait être vraiment les rudiments d'une instruction qui était là. Mais c'est beau de savoir il se rappelle de son instituteur, qui à l'époque, il n'y avait pas d'école, hein, il n'y avait pas d'instruction, il y avait, bon. Et puis ensuite, mon père m'envoya à Caen pour y continuer mes études dans le collège des révérends pères jésuites. Alors l'histoire nous dit qu'il y a une riche châtelaine, Madame de Sassy, qui a payé une partie des études de Jean-Eudes. Mais vous voyez, c'est là où on voit qu'il vivait dans les champs et en même temps, pour aller à l'école chez les jésuites, dans la grande ville, il devait avoir des revenus, sinon c'était tout à fait impossible. Donc, là où je fus reçu dans la 4e classe en 1615, donc il a 14 ans, à la Saint-Denis sous le père Robin. Donc ça, c'est le jésuite qui l'a accompagné, qui l'a beaucoup marqué, sous lequel j'étudiais jusqu'à la 2e classe inclusivement par une faveur spéciale de notre Seigneur. C'était un régent vertueux et très pieux qui nous parlait souvent de Dieu, et avec une ferveur extraordinaire qui m'aida beaucoup plus que je ne puis dire pour les choses du salut. Bénis l'Éternel, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc je trouve ça toujours assez touchant je ne sais pas si vous vous rappelez moi je me rappelle de mon institutrice de CP, hein, qui m'a appris à lire, Mademoiselle Garnier. Je me rappelle comme ça les gens, ça me fait penser quand on était passé, les gens se rappelaient des eudis qui les avaient baptisés. Mais il y a longtemps, hein. Bon. Mais c'est là aussi, on connaît les noms, Monsieur Jacques Blanette, le Père Robin. Voilà, donc il va rester quand même chez les Jésuites pendant 5 ans, voilà, parce qu'après il va faire des études supérieures, mais il reste à Caen à cette époque. Donc vous voyez, c'est là où ça nous dit que Jean-Eudes, bon, il était d'un milieu peut-être médiocre ou modeste, mais bon, il était en capacité de faire des études supérieures. Et donc là, à ce moment-là, il a appris le latin. Il a passé l'équivalent du baccalauréat, c'était pas tout à fait la même chose, mais voilà, il a eu une instruction supérieure dans un pays où 60% des gens étaient illettrés. Voilà, c'est pour ça que par la suite, par exemple, quand il cite la Bible, il la cite toujours en latin parce qu'il avait une maîtrise il lisait la Vulgate, c'est comme ça qu'on l'appelle. La Vulgate, c'est la traduction latine de la Bible par Saint Jérôme. Et donc il en avait une très bonne maîtrise du latin pour connaître les pères. Voilà, et c'était un homme qui était instruit. D'ailleurs, après, dans ses études, il fera 1 an de rhétorique, donc uniquement le travail sur les lettres, et puis après, il fera 2 ans de philosophie, avant de partir à Paris pour faire de la théologie avec Bérulle. Ça sera pour la prochaine fois. Mais la suite au prochain épisode. Mais c'est pour vous dire voilà, on a à la fois d'où il vient, de son terreau, de sa famille, et puis en même temps, on sent qu'il y a déjà quelque chose qui émerge à travers l'instruction qu'il a pu recevoir. Voilà. Alors, peut-être que je vais vous lire un petit peu ce que nous dit le père Joseph. Non, ça c'est le père 1100. Je vous lis le début du livre du père 1100.
que c'est assez, ça commence comme ça. Le premier mot qu'il utilise, c'est un duel. Donc il faut imaginer un duel avec des épées. Un des combattants reste mort sur le terrain. La justice du roi va faire enquête dans la famille. Comment éviter la réprobation? Une femme se décide, elle fait enterrer le corps dans un champ de la ferme, et pendant la nuit, à la lueur d'une torche, on laboure tout le champ, avec une telle diligence que l'on ne put se résoudre à l'y chercher, quoique les officiers s'y fussent rendus dès le matin du jour suivant. Cette femme, qui s'appelle Marthe, est l'épouse d'Isaac Eudes, laboureur et chirurgien de village. L'époque, c'est le début du XVIIe siècle. Le lieu, c'est la campagne coupée de haies, au relief paresseux des environs d'Argentan en Basse-Normandie, plus précisément le village de Ry. La forêt de Gouffern, plus escarpée, plus sauvage, n'est pas loin. Ce pays de bocage a quelque chose de rude et de secret. Ses habitants, aussi, Isaac pensait être prêtre. Il avait quitté les siens pour s'y préparer. Mais une épidémie de peste, peut-être celle de 1587, a fait mourir tous ses frères. Il est alors venu pour cultiver la terre familiale. Un peu plus tard, il s'est marié en 1598, l'année même de l'édit de Nantes. Enfin la paix. Depuis tant d'années, le royaume était endeuillé par les violences sanglantes des guerres de religion. Mais une épreuve attendait Isaac et Marthe, leur foyer semblait stérile, et ils croyaient savoir pourquoi. Quelqu'un leur avait, pensait-il, jeté un maléfice. Ils firent vœu d'accomplir un pèlerinage en l'honneur de Notre-Dame, et Marthe devint enceinte. Alors, laissant la terre pour une journée, le jeune ménage partit pour les Tourailles, vieux sanctuaire au creux d'un vallon encaissé, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Ry. Et ils offrirent en présent au Seigneur et à sa mère l'enfant que portait Marthe. Celui-ci, un garçon, naquit le 14 novembre et fut baptisé le surlendemain dans la petite église du village. Il reçut le nom de Jean, probablement Jean-Baptiste. En tout cas, devenu homme, il appréciera qu'on l'on prie spécialement pour lui le 24 juin. 2 frères et 4 sœurs, une belle-sœur et 3 beaux-frères, et à notre connaissance 15 neveux. Telle est la famille dont Jean-Eudes a été l'aîné. Voilà, donc c'est le père Paul Milsan qui écrit. Mais j'aime bien sa manière d'écrire, non? C'est comme un peu une histoire, comme un peu un roman, mais ça nous plante bien le décor. Voilà, puis on a toute la famille. Là, dans les neveux, il y a une nièce qui rentrera à Notre-Dame de Charité, qui sera même la supérieure, et il y a un neveu qui deviendra eudiste aussi. Voilà, donc c'est une famille qui va. Alors dans les frères, il y a un frère qui va devenir le premier secrétaire de l'Académie française, qui a été fondée du temps de Louis XIII. Et si vous avez visité le Louvre, avant le vol des bijoux, hein, si vous avez visité le Louvre, il y a une statue du frère de Jean-Eudes dans la cour d'honneur, parce qu'il a été un grand historien. On raconte que on lisait l'histoire de France écrite par le frère de Saint-Jean-Eudes à Louis XIV quand il était enfant. Donc c'est pour ça que ça lui vaut une statue dans la cour du Louvre. Et son frère, l'autre frère, est devenu le maire, l'échevin, comme on dit, le maire de la grande commune d'à côté, Argentan. Voilà. Et si vous allez à Argentan, il y a une grande statue où il y a les portraits des 3 frères ensemble. Voilà. Donc voilà, c'est un peu des notables de l'époque. Alors ce qui est très beau, c'est que le diocèse a décidé de donner le nom de paroisse Saint-Jean-Eudes à la nouvelle paroisse d'Argentan, c'est maintenant, qui regroupe, je sais pas, une quinzaine de villages. Donc ça y est, maintenant, il y a peu de temps, ça s'appelle paroisse Saint-Jean-Eudes. Voilà, c'est en mémoire de ce. C'est beau parce que si un jour vous allez voir Ry, vous dites, mais il y a une église, 3 maisons, quoi. Il y a un château. Voilà. Le maire, c'est le châtelain. Voilà, ça reste un peu comme avant la Révolution. Non, il est très très gentil. Voilà. Les associés qui sont là sont très attachés à la personne de Jean-Eudes, bien sûr. Voilà. Ils aiment bien quand on y va. Alors, pour l'instant, l'église est en rénovation. Il manque de sous. Mais voilà, ça vous dit, ça vous plante un peu le décor de. Je ne sais pas si vous connaissiez ces affaires de la vie de Jean-Eudes. Hein, bon, euh, il y a encore le baptistère. Alors en fait, on nous a expliqué que
pendant des années que c'était le baptistère de Jean Eudes, et en fait, il a été construit après. Bon, mais l'église, c'est la même. C'est une église du XIIe siècle, voilà, qu'on peut toujours visiter, là où il a été baptisé. Voilà pour ça va pour l'histoire ou peut-être, je sais pas si vous avez des petites questions, si je peux répondre, mais sinon on va passer un peu plutôt à la réflexion plus personnelle. Voilà, je sais pas si bon, il y a encore des descendants de la famille du côté de Charles, voilà, qui porte le nom de Eudes. Parce que celui qui était à l'Académie française, il n'était pas marié, il était même sans doute du côté du Parti libertin. Donc il a dû donner quelques soucis à son frère. Euh, Mais, euh, mais l'autre, Charles, non, il a une descendance. Et puis il y a une descendance que l'on connaît du côté de la maman de Jean Eudes, du côté de Marthe. Il y a un jésuite notamment qui s'appelle Corbin, comme la maman et c'est un des descendants collatéraux de Jean Eudes. Voilà. Donc on a encore quelques-uns qui viennent de là. Bon. Bon, c'est toujours intéressant de savoir qu'il y a un peu de famille qui existe. Pour le 4e centenaire de sa naissance, il y a eu une célébration dans le village de Ry, retransmise à la télévision nationale. Donc ils avaient installé un chapiteau en extérieur et une très belle messe pour les 400 ans de ça. Et donc il y avait quelques descendants qui étaient là. Voilà. En tout cas, si vous allez à Ry un jour, vous serez très bien accueillis. Parce que Madame Mélin qui est l'associée, elle a 2 gîtes même pour recevoir. C'est très bien. Et il fait un très bon calva. Vous voyez ce que c'est le calva? C'est l'alcool de pomme des Normands. Ça, c'est quelque chose d'assez fantastique. Voilà. Voilà. Calvados vient de là. Bon. Voilà. Dire que tout ça est enregistré, c'est incroyable. Mais bon. Très bien. Donc, en fait, on pourrait simplement se prendre quelques instants et puis en écoutant comme ça un peu l'origine de Jean Eudes, on pourrait simplement se poser ces questions si on veut, hein. Euh, Quelles sont mes origines? Comment en parlerai-je? Voilà. Quel héritage familial m'a été transmis et pour lequel je veux rendre grâce? Donc là, j'avoue, c'est vrai, c'est assez personnel, hein. Voilà, alors chacun peut faire le parcours pour lui-même et puis après, on n'est pas obligé de tout raconter non plus, hein. Mais c'est intéressant, je trouve, l'exercice de rechercher nos origines, comment est-ce qu'on en parlerait. Je ne sais pas s'il y a eu des épisodes comme les parents de Jean Eudes, qui avaient quelques difficultés, s'il y a eu une démarche. Vous voyez, tout ça existe hein, dans nos vies au fond. Voilà. C'est beaucoup à notre image d'une certaine manière. Voilà. Et puis la mémoire de ceux qui ont compté. Voilà. Voilà. J'ai l'impression de ce que j'ai entrevu au mois d'août que ça compte beaucoup l'origine de chacun. Voilà. Que chacun peut dire vraiment je viens de tel lieu, euh, tel lieu de la côte nord ou pas. Et de même, j'ai vu qu'au Canada, l'importance de rechercher les souches familiales, telle ou telle famille, un tel qui s'est développé, qui est arrivé, dont l'ancêtre est arrivé à telle date. Enfin, d'ailleurs, c'est des dates qui sont très proches de la même période que Jean Eudes, hein. Beaucoup de, beaucoup d'arrivées sont du 17e, hein, voilà, de cette époque-là beaucoup ont quitté l'Europe pour venir sur les terres canadiennes.